les émeutiers sont très divers, enfin sur les barricades, etc., et que on comprend pas très bien quelles sont les revendications, quoi. On sent qu'il y a une souffrance sociale qui va bien au-delà du problème du Covid, mais on a l'impression que ça part dans tous les sens et que cette colère, elle n'est pas maîtrisée et que la situation peut dégénérer et est en train de dégénérer. Tant que l'on n'écoutera pas les grandes voix, celles qui ont l'expérience, celles qui ont le respect des communautés, le respect de la population, nous ne parlerons jamais le même langage et ce n'est ni le RAID, ni le GIGN qui apaisera ces jeunes qui ont un avantage pratique, c'est qu'ils connaissent le terrain mieux que le RAID et le GIGN. Et on n'est pas sorti de l'auberge, car je disais, et je ne cesse de le dire, il ne faut pas reproduire les erreurs qui se sont produites en Nouvelle-Calédonie, où les problèmes qui auraient pu être résolus n'ont pas été résolus par la voie des armes. La voie des armes est la voie des larmes, pour tous les camps. Jacques de Villa, je suis ravi de vous avoir. Vous êtes le président d'honneur de la Fédération des entrepreneurs de la Guadeloupe et puis vous êtes aussi président du comité de l'eau et de l'environnement. C'est une association qui mène des actions, on va dire, judiciaires contre les élus et contre la corruption. Oui. Ah oui, nous aidons tous nos adhérents, y compris ceux qui ne sont pas adhérents, à se battre contre les turpitudes, les habitudes, y compris les anciennes multinationales, y compris des ordonnateurs qui ont pris le relais, y compris le nouvel organisme, le SMO qu'on a créé, dont je suis un des administrateurs, ayant refusé formellement d'être président de cet organisme, de la commission de surveillance, qui est absolument hétéroclite et hétérogène. D'accord. Écoutez, je vous appelle. J'ai une première question à vous poser, puisque vous habitez où? Vous êtes dans quelle ville? J'habite la commune de Port-Louis, qui est une commune dans le nord de la Grande Terre, parce que la Guadeloupe, c'est un archipel, c'est un papillon. Donc, j'habite dans la première île, qui s'appelle la Grande Terre, qui est après la Désirade, qui est la première île que Colomb a vue en arrivant, et qui est à l'opposé de la Guadeloupe, qui est montagneuse. Moi, j'habite le plateau calcaire. D'accord. Non, mais j'ai une zone très sèche où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça que nous avons été conduits à emmener le combat de l'eau, parce que l'eau vient de la partie montagneuse et à travers une canalisation sous-marine qui franchit la rivière Salée et toute une irrigation qui fait plus de 80 km de long, des gros feeders, nous avons alimenté tant bien que mal, mais bien sûr, les maintenants sont extrêmement mal assurés. Des fuites d'eau comme celle-ci, il y en a partout. Ici, les canalisations construites il y a 50 ans n'ont jamais été entretenues. Des années de mauvaise gestion, c'est l'usager qui trinque. Vous savez, on publie une enquête au long cours. Il y aura il y a 10 épisodes écrits, mais il y en aura d'autres encore, de Marc Lémé et de Thierry Gadot sur félicitations. Sur la situation. On en fera un livre après plus tard, parce que les Français métropolitains se rendent pas vraiment compte de l'extrême gravité de la situation par chez vous. Et donc, on a publié le premier épisode il y a quelques jours. Et donc là, on publie le second. Et au moment où on publie cet article, il y a ces émeutes chez vous. Donc nous, on est informés par les journaux, la télévision, etc. Mais vous, est-ce que vous avez senti monter cette colère des Guadeloupéens? Comment vous vivez ce mouvement? Et quel est, alors c'est une grande question, hein, quel rapport vous voyez entre les problèmes que vous avez avec l'eau, sur lesquels on reviendra, et cette colère qui monte? Le problème de l'eau est une des causes qui pousse les gens à cette situation, dans la mesure où nous venons juste d'arriver le 1er septembre à enfin créer le syndicat mixte obligatoire, qui est le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, qui gère aussi les eaux pluviales et les eaux d'incendie. Mais il faut savoir que cette demande, à l'unanimité de notre conseil départemental de l'époque, qui s'appelait Conseil général, avait été votée à l'unanimité en 1982. Vous avez mis du temps.
Ça fait un peu 40 ans après qu'on se bat et on continue d'avancer. Et nous avons le sentiment, nous autres Guadeloupéens de tous milieux, de tous horizons, fort souvent de ne pas être entendus par les pouvoirs publics et d'avoir les élus qui, comme dans tout le sentiment français, le sentiment national de tous les ultramarins, dom-tom inclus, mais aussi de l'Hexagone, y compris des expatriés, qu'on n'est pas entendu, qu'on ne parle pas le même langage. Et nous avons fort souvent le sentiment que dans la République, il n'y a pas beaucoup de Guadeloupe dans les textes pris à l'Assemblée nationale, si bien que chez nous, nous disons fort souvent, nous avons le sentiment d'être une mouche dans un bol de lait parce que nous ne sommes pas toujours entendus. Donc aujourd'hui, toutes les causes s'accumulant, nous avons un taux de chômage extrêmement élevé en dépit des sommes dépensées. Nous avons des lenteurs judiciaires parce que la justice ultramarine n'a pas la même temporalité que les immédiatetés des exigences des populations. Nous avons un taux de vieillissement extrêmement élevé. Notre jeunesse, dont certains sont bien formés, est à l'extérieur parce que depuis tantôt, nous fournissons à la République un encadrement de haut niveau. Nous avons aussi nos énarques, nos écoles normales supérieures, nos polytechniciens, mais ils ne peuvent pas travailler chez nous. On n'a jamais très bien compris. Ils sont à l'extérieur ou expatriés, ce qui nous permet aujourd'hui de hurler. Donc la jeunesse qui est sur les barrages, qui sont en colère. Vous avez des types qui sont agrégés, qui sont docteurs, qui ont des troisièmes cycles, des masters, et qui sont au chômage parce qu'ils sont revenus croyants. Et vous avez aussi beaucoup de jeunesse en déshérence mal formée parce que les systèmes de formation où on les dépense des fortunes ne sont pas adaptés aux réalités et aux besoins de notre pays. Aujourd'hui, donc, si bien que fort de tout ça, en dépit des sommes dépensées, qu'on voit par exemple le scandale qu'a fait Veolia chez nous, nos productions des millions de mètres cubes d'eau, nous n'avons pas un tiers qui arrive au robinet et fort souvent, elle n'est pas potable. Nous avons des tours d'eau, vous imaginez, les gens ne sont pas informés qu'on va couper l'eau. Nous n'avons pas de mesures compensatoires pour avoir l'eau. Les ordonnateurs ne vous répondent pas. Les gens qui travaillent sous-payés, sous-qualifiés. Vous vous rendez compte? On a transféré 5 ordonnateurs pour faire une fausse fusion parce qu'on a transféré les actifs et pas les passifs. Donc, ce qui n'est pas une fusion. Et nous devrons licencier 150 personnes pour ramener à l'étal. Donc, si bien qu'on se retrouve dans une situation de l'eau potable et de l'assainissement. L'assainissement chez nous, c'est un champ de mine. Toutes les stations conçues à prix d'or par des bureaux d'études de l'Hexagone ou d'ailleurs ne fonctionnent pas correctement. Cette station d'épuration à l'abandon nous a intrigués. Elle a été construite il y a 6 ans, financée par l'Europe. Son coût, 13 millions d'euros. Elle n'a jamais fonctionné. Ici, les eaux usées se déversent dans la mer et font des dégâts sur l'environnement. Nos sols sont pollués parce que dessus est venu se greffer les problèmes des pesticides interdits depuis plus de 30 ans et qu'on envoyait chez nous. Les sous-sols, les nappes d'eau phréatique sont polluées. Donc, pour pouvoir avoir de l'eau potable, il faut la dépolluer. Donc, ça se traduit par un surcoût. Nous avons des canalisations qui n'ont jamais été amorties et qui sont pourries. Donc, si bien quand vous prenez 100 embouts, vous avez 30 qui arrivent, tant bien que mal, dans les robinets. Donc, on a des tours d'eau, ce qui est inadmissible en plein XXe siècle. Et surtout, nous avons payé une fortune pour ce faire. Oui, je sais, c'est ce que... bien qu'il y a les causes, ce n'est pas que les symptômes que sont les barrages aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, effectivement, on peut être partisan de la légalité, mais la légalité ne doit pas s'appliquer n'importe comment. Laissons aux juges le soin de juger, mais il faut juger avec mensuétude. Mais surtout, il faut que nous analysions les causes. Et je dis que quand la jeunesse, oui, elle boule des pneus, oui, elle fait des barrages, mais est-ce que ce n'est pas un signal de détresse? Est-ce que ce n'est pas un SOS d'une société qui est en déshérence? Comment dire, vous l'aviez vu venir, ce mouvement populaire? Ah oui, je l'ai vu venir. Je n'ai eu cesse de le dénoncer depuis tantôt. J'ai toujours dénoncé. J'ai été président du Conseil économique et social régional. J'ai été le premier à faire au premier ministre de l'époque, qui s'appelait Admé Roy, qui m'avait soutenu, qui avait accepté ma démarche, ainsi qu'Henri Emmanuel, qui était ministre des Dômes. J'ai convaincu ce gouvernement socialiste qu'il fallait que les syndicats chez nous fussent-ils interprétés comme nationalistes, donc pour moi c'est des régionalistes, et qui obtiennent toujours aux élections la majorité.
Alors que l'État disait non, il faut mettre en représentation syndicale dans les conseils d'administration, rien que les syndicats qui sont filiales d'organismes nationaux. Je dis non, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une représentation autochtone, adaptée à la réalité, qui connaissent les problèmes. Il faut des gens qui arrivent à parler le même langage, qui connaissent les réalités et qui savent l'affronter et se confronter à elles. Avec peut-être passion, avec peut-être émotion, mais des gens qui savent ce que c'est que le bon sens, le pragmatisme et la lucidité. Et fort souvent, on n'est pas écouté. Parce que là, la manière dont on présente l'émergence du mouvement, c'est lié à la vaccination et à ce qui se passe avec la pandémie. Est-ce que c'est votre lecture aussi? Pas tout à fait. C'est un des facteurs déclenchants qui a déclenché chez nous parce que certains interprètent ça comme un affrontement entre la légalité à appliquer et la liberté dans ses limites. Mais nous estimons que nous avons une situation sanitaire qui est absolument déplorable. On est en train de construire un hôpital ultramoderne qui va coûter 600 millions, alors qu'il y a plus de 2 ans, nous avons un hôpital qui est une partie qui a brûlé. C'était le navire amiral de la flotte de la santé, comme je dis, parce que j'ai été aussi marin dans une vie antérieure, dans la Royale, et je connais les yeux coutumes. Et on se retrouve dans une situation de dysfonctionnement sanitaire qui se perpétue. Donc, si bien que nous avons aussi nos professeurs de médecine, nous avons nos spécialistes et une partie du personnel de santé, des soignants, tant en profession publique qu'en libérale, a accepté de se vacciner, l'autre partie n'a pas accepté. Pour les soignants, on a à peu près un pourcentage élevé de soignants du monde hospitalier qui est vacciné. Par contre, vous avez encore 1400 personnes non vaccinées et qui sont suspendues. On ne veut pas qu'aucune de ces 1400 personnes perde leur emploi. On ne veut pas ça. Donc, ça a été un facteur déclenchant parce que la santé, le navire actuel, le CHU en service, il est en déshérence aussi. Et vous-même, vous êtes vacciné, par exemple? Non, je ne suis pas vacciné, mais je respecte le droit. Je ne vais pas chez les gens. Je me fais contrôler toutes les semaines. J'ai eu la chance d'avoir une ex-épouse qui est pharmacien biologiste. Donc, je me suis penché sur les problèmes. J'ai fait mon choix, mais j'assume les conséquences de mon choix. D'accord. Parce qu'être adulte, c'est assumer les conséquences de son choix. Ça fait combien de jours maintenant qu'il y a des barrages un peu partout et qu'on brûle des pneus, qu'on balance des... Ça fait un peu plus humaine. C'est une tradition qui a pris chez nous des proportions extrêmement importantes dans la mesure où on constate que vous avez des jeunes de quartier pas toujours défavorisés parce que vous avez des gens de toutes origines, de tous milieux sociaux sur les barrages qui produisent du mécontentement parce que certains sont organisés, ne laissent pas, par exemple, passer certaines voitures de pompiers. Même les pompiers chez nous, pour la plus grande partie, sont en grève, sont sur les barrages. Et depuis lundi, les tribunaux ont condamné à tour de bras. Et la jeunesse chez nous, une très grande partie de la population, se pose la question de savoir est-ce que c'est en envoyant le RAID, est-ce que c'est en envoyant le GIGN, c'est interprété par la population comme une provocation. Et comme nous sommes un peu comme les Corses et les Bretons à la fois cabochards, têtus et même téméraires, parce que nous avons l'habitude, parce que les gens oublient, je vous rappelle, le 11 novembre, quand on a fêté les victoires de la nation, nous autres Antillais, nous étions à Birakem. Et beaucoup de Hexagone n'y étaient pas. Nous étions au débarquement. Nous avons été à Monte Cassino. Vous comprenez? Depuis avant la Révolution française, nous autres créoles antillais, nous payons l'histoire de la République et nous avons devenu nos amis indiens, nos frères indiens, les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, étaient à Birakem. Ouais, vous comprenez? Oui, je comprends. Beaucoup de gens ne savent pas que la première victoire des Alliés, en 1914, a été donnée par un général guadeloupéen de la ville de Basse-Terre. Dites-moi, vous-même, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Vous êtes encarté quelque part? Non, je ne suis plus encarté. Je fais partie de ceux qui appartiennent au clan des nationalistes, mais des nationalistes raisonnables, parce que je ne pense pas que ce soit par la violence démesurée que l'on va arriver à des solutions, parce que je sais par expérience de par mon parcours que la voie des armes est la voie des larmes et qu'il faut énormément de bon sens, énormément de pragmatisme, de courage et de détermination pour pouvoir échanger calmement, sans passion, sans émotion. Vous êtes pour une séparation de la Guadeloupe et de la France?
si vous êtes nationaliste. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, compte tenu des habitudes, des plusieurs histoires et de notre histoire commune, de nos interdépendances. Aujourd'hui, je ne connais pas une grand-mère, bien des grands-mères de l'Hexagone, quelles que soient leurs origines, ont des petits-enfants métis d'origine antillaise, mais tous nos grands-pères et nos grands-pères ont des enfants, moi particulièrement. J'ai des petits-enfants métis, j'en ai qui sont du plus beau blanc jusqu'au plus beau noir. J'en ai même un à yeux bridés, hein, de l'accent d'Indochine. Donc, vous comprenez, non, mais d'accord, je voudrais savoir. Étant métis moi-même, de poser le problème différemment. Il n'est pas racial, il n'est pas xénophobe, il est sociétal. C'est un problème d'équité parce que nous ne parlons pas le même langage. Il faut un peu plus de Guadeloupe dans la République. Et alors, c'est compliqué de faire cette interview parce que, si vous voulez, mon but à moi est que les Français ou les gens qui vont regarder Blast et qui vont regarder notre chaîne comprennent les raisons profondes de l'émergence de cette colère et mesurent la colère, parce que ça me semble être du jamais vu. Par exemple, on a écrit en France que des hommes armés ont tiré des balles réelles sur la police. Il y a des jeunes. Dernièrement, nous avons des jeunes parce que nous avons notre jeunesse avec ses problèmes, avec ses avantages, avec ses inconvénients. Nous avons nos défavorables, nous avons une jeunesse en déshérence pour partie, car nous avons un taux de chômage beaucoup plus élevé que dans un département comme la Creuse ou dans le 93. Donc, ils ont volé, par exemple, le dépôt d'armes de la douane. Ils ont volé 5 fusils mitrailleurs dernièrement. Ils ont dévalisé une arme numérique de fusils de chasse, mais pas pour chasser l'éléphant, pour tuer des canards. Et la jeunesse, comme toute jeunesse qui ne sait pas ce que c'est que le prix des armes, a certainement utilisé ces armes. Il y a eu des incendies, ils ont volé des magasins. On s'est retrouvé dans des situations qu'il faut maîtriser. Des jeunes ont cassé des magasins, des bijouteries. Bon, parce que bien sûr, des gens de tous acabits en ont profité pour voler les bijouteries. Et vous allez rire, ça m'attristait parce que ce sont des mamies, des mamans qui ont faim parce que compte tenu de ce fait de ces barrages, l'approvisionnement en essence, en réassortiment des magasins, des épiceries et des supermarchés est difficile. Eh bien, quand les gens se sont retrouvés avec des magasins éventrés, dans la nuit, bien des gens se sont présentés et quand les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé des mamans qui étaient en train de prendre des bouteilles de lait, des boîtes de conserve, du riz, des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis, bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne peut pas continuer. Il faut trouver les moyens de discuter, mais discuter pas seulement sur les symptômes à traiter. Il faut discuter des causes profondes qui font. Nous avons un taux de chômage qui fait les 27%. Je sais. Justement, je voudrais quelques chiffres. Il y a combien d'habitants en Guadeloupe? Vous êtes combien? 379 000, dernier recensement. Et la population des moins de 18 ans, ça représente quelle proportion? À peu près plus de 36% à peu près. D'accord. Et le taux de chômage, vous dites que c'est 27%? Ah oui, c'est énorme. Donc, c'est énorme le chômage et nous avons une population, dans 15 ans, nous serons le département le plus vieux de France. Nous avons un taux de vieillissement énorme. Donc, ça veut dire que, compte tenu des progrès de la santé et compte tenu des moyens et de l'augmentation de la durée de vie des gens qui vieillissent, on se retrouve avec un système à charme qui ne produit pas de quoi s'occuper de ces vieillards. D'accord. Est-ce que là, les émeutes concernent tout l'archipel ou il n'y a que certaines villes de l'archipel? Non, ça concerne presque tout l'archipel parce que même les îles que nous appelions autrefois nos dépendances, parce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont deux de nos îles dans le nord, à 300 km, sont devenues des collectivités régionales indépendantes. Et nous avons, par exemple, l'île de la Désirade, où je me suis rendu avec un collègue qui est président du comité de l'eau de la Guadeloupe, lui. Nous avons été débattre des problèmes des usagers de l'eau parce qu'ils sont alimentés par une canalisation sous-marine et ils sont à l'extrême est de la Grande Terre, à 15 km. Et ces gens sont considérés comme des abandonnés. On ne leur répond pas au téléphone, au mail quand ils s'adressent au syndicat intercommunal. Ils ne figurent même pas sur la liste d'eau parce qu'ils ne sont que 1600. Et c'est absolument scandaleux. Donc, nous avons obligation, nous, dans nos associations, de prêter main forte à toutes les autres associations, ce que nous faisons volontiers. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un état de délitement relationnel parce que l'usager consommateur n'est pas au centre des débats ni des stratégies des ordonnateurs. Leur financement est devenu une véritable gabégie.
Vous comprenez? Il y a même des éléments de la population, dans la majorité, surtout les jeunes, qui se sont fâchés parce qu'il y avait le congrès des maires la fin de week-end dernier, et ils trouvaient normal que les élus, la plupart, aillent dans l'Hexagone boire du champagne lors des réceptions, alors qu'ils avaient des problèmes que ces élus, partie prenante et prégnante au problème, est en incapacité de régler. C'est bien que notre président de conseil régional a dû rentrer immédiatement pour être à côté de sa population, ce qu'il a affirmé bien sûr en bon politique, parce qu'il s'est fait achoper, vilipender sévèrement. Pourquoi vous n'êtes pas en Guadeloupe, Sébastien Lecornu? La question s'est posée dès vendredi matin de nous y rendre avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, peut-être même avec Gérald Darmanin. Et après avoir échangé avec les autorités locales, la préfecture, les forces de police, les forces de gendarmerie, mais aussi les élus locaux, il est apparu que aller sur place dès maintenant présentait une surcharge particulièrement importante pour les forces de l'ordre. Vous pouvez rappeler la couleur politique de la région guadeloupéenne? Le président de région est vice-président de l'organisation nationale du président Macron. Oui, c'est ça, il y a une majorité. Donc on ne peut pas être en dedans et en dehors selon nous. Est-ce que le mouvement social, on va dire, j'allais dire de gagner la partie, de contaminer, je ne sais pas comment le décrire, en tout cas, qui reste solide sur ses arrières, est-ce qu'il est organisé? Est-ce qu'il y a des leaders qui se dessinent? Et est-ce qu'il y a une rupture totale avec les politiques, tous les politiques, tout bord confondus? Alors, si vous voulez, chez nous, dans un territoire creusé comme le nôtre, les gens ont des relations officielles et officieuses. Des relations civiles aussi qui peuvent exister sur un territoire métis. Et il se trouve qu'il y a des leaders, tout le monde se bat en principe, la plupart pour avoir leur place. Il y a les élus qui sont partis de la démocratie représentative. Il y a une démocratie participative à laquelle je participe dans sa forme légale, étant président d'association, même si je combats le système juridiquement. Et puis il y a d'autres qui sont partisans, tels que par exemple l'Union générale des travailleurs, qui a sa secrétaire générale qui est extrêmement repentée. C'est une union qui est le syndicat le plus important de Guadeloupe, dont un des buts avoués est l'accession à l'indépendance. Vous avez des gens qui en ont profité, certaines petites structures, pour créer des unions, des collectifs. Vous avez même un ancien député européen qui, dans la semaine, a été élu président de ce collectif et qui parle de nouveau légal, si vous voulez. Ils emploient un terme qu'ils ont introduit depuis quelques jours, la domiciliation du pouvoir localement. Mmh. Et comment, donc j'en pose ma question, est-ce qu'il y a vous voulez dire par là que ces syndicats de travailleurs, ce sont eux qui ont le leadership du mouvement? Ou alors c'est beaucoup plus désorganisé, c'est beaucoup plus citoyen, c'est apparemment organisé et ça l'est un peu dans les faits parce que chaque leader entend avoir la prépondérance, la primalité sur les autres tout en étant apparemment unis, et ce qui ne facilite pas les choses parce que, étant homme de cohérence et de cohésion, je pense que tout objectif prédéfini doit l'être au moins majoritairement, tout en reconnaissant par formation et pragmatisme que le nombre ne fait pas l'intelligence. Ouais. Et que ce n'est pas en hurlant, en brûlant des pneus à tort et à travers ou des immeubles de certains que l'on va résoudre le problème. Il faut faire consensus. Mais pourtant, s'il n'y a pas l'usage de cette violence-là, on ne parle pas de la Guadeloupe. Oui, nous sommes de ceux qui croyons qu'au plus étroit, il faut savoir opposer le plus large. C'est-à-dire, au droit d'obéir, j'ai toujours défendu et je continue à défendre jusqu'au bout une thèse. J'oppose le droit d'être écouté, d'être entendu. Mmh. Non, mais d'accord, mais vous voyez bien, enfin, on va parler de l'eau là, parce que l'eau, c'est pour ça que je vous appelle surtout. C'est quand même Ah oui, l'eau, c'est la vie pour nous. Voilà, et c'est le symptôme du mal guadeloupéen. C'est-à-dire que moi, avant d'être alerté par Marc, parce que j'ai même été jusqu'à intervenir officieusement auprès des dirigeants de ces groupes et même sur des barrages pour dire nous avons eu des pannes d'électricité, peu importe qu'elles aient été provoquées ou non, ce qui fait que nous avons des stations d'épuration, des stations de pompage, des stations de traitement d'eau, des réservoirs qui se sont retrouvés en dysfonctionnement. Il a fallu que nos équipes d'astreinte puissent aller et j'ai demandé au président du syndicat mixte, démerdez-vous, il faut qu'on puisse passer pour aller dépanner. Il ne faut pas que ces gens soient bloqués, sans quoi nous allons manquer d'eau dans les hôpitaux, les cliniques,
Et surtout, nous avons de nombreux vieux grabataires. Et nos soignants, il faut qu'ils aillent s'en occuper. L'eau, c'est la vie chez nous. Ce qu'il faut que les gens comprennent, parce que moi je l'ai compris en lisant l'enquête de Thierry et de Marc, c'est que en Guadeloupe, quand on ouvre son robinet, l'eau qui sort du robinet n'est pas potable. Et si vous la prenez, vous tombez pas toujours malade. potable. Vous avez de l'eau qui peut avoir des traces de chlordécone, de pesticides. Il y a toutes sortes de pesticides dedans. Mais vous avez la terre qui est rentrée dans le tuyau qui est cassée. Est-ce que c'est vrai pour toute la Guadeloupe ou s'il y a des endroits privilégiés? Est-ce que les gens les plus riches... Il y a des endroits où les concentrations sont beaucoup plus élevées. Il y a des endroits où l'eau a un concentré de terre et de matière en suspension, comme on dit, différente, parce que la casse est beaucoup plus importante, mais c'est extrêmement importante. Par exemple, nous perdons beaucoup d'eau parce que nous avons trop de réservoirs qu'il faut laver trop souvent. En plus, je signale que ces réservoirs ne sont même pas aux normes parasismiques. Oui, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur un des 2 territoires les plus soumis au tremblement de terre de la République. Nous sommes dans la zone 5, la plus élevée de l'échelle internationale. Vous, par exemple, chez vous, donc à Basse-Terre, là où vous êtes, à Port-Louis, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau est comment? Vous pouvez la boire? Eh bien, des fois, elle est grise, elle est marron, selon la teneur en terre. Et des fois, c'est après avoir bu ou sans être douché ou lavé, quand vous apprenez vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'honnêteté de dire ça ne peut pas continuer, que l'eau n'est pas potable. Parce que l'ARS, l'Agence régionale de santé, a envoyé un bulletin pour informer et leurs donateurs traînent parce que chez nous, il y a un certain laxisme auquel nous sommes en train de veiller à porter les corrections dans le nouveau SOME et la commission de surveillance pour réguler ce genre de choses. Vous n'avez pas le droit de dissimuler l'information, de faire de l'omission et de la rétention d'informations sur des problèmes de potabilité. Alors, je sais que vous subissez une histoire qui est ancienne, mais quelle est la responsabilité c'est essentiellement Veolia qui gère l'eau de l'île? Non, Veolia gérait l'eau et aujourd'hui, ce sont d'autres groupes parce que on les a démis. C'est pour ça qu'on a créé ce syndicat mixte par la loi. Et justement, ce syndicat mixte a été créé sur proposition de l'État, même s'il y a une députée et un sénateur qui ont été les porte-faits, si je peux m'exprimer ainsi, de la chose, parce que ça ne pouvait plus continuer avec Veolia. Donc, il y a eu la filiale locale Générale des Eaux. Et donc, on est en train de régler les comptes avec eux, mais enfin, les liquidations ne sont pas terminées. Mais il y a des délégations de services publics des petites, compte tenu de notre topographie, vous avez des filiales de la SOR et des filiales de Suez qui sont encore présentes et on veille à réduire les impacts de leur comportement pour qu'ils se conduisent bien mieux que cela ne se soit passé avec Général des Eaux. Parce que vous payez le tribut d'une histoire qui remonte effectivement à la Générale des Eaux. C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que vous payez l'eau très cher en Guadeloupe. Oui, effectivement, l'eau coûte une fortune, sans compter les surfacturations, sans compter les errements de facturation. Dernièrement, je rentre de l'île de la Désirade dimanche où j'ai été malgré les barrages. Les barragistes m'ont laissé passer, ainsi que mon collègue. Nous avons été aider nos amis abandonnés pour leur expliquer leurs factures, la manière de contester, de faire les recours gracieux d'abord. Marc vous le confirmera, j'ai consulté Marc sur ce problème. Et avant de passer aux mesures judiciaires, eh bien, on a facturé des gens, des pauvres gens, des personnes âgées, 2 factures. Et on les a fait payer 2 fois la même période. Et comment c'est possible? Mais ça, c'est parce que les gens ont fait confiance. Nous sommes dans un pays où nous faisons confiance. Les relations sont basées sur la confiance. C'est pour ça que j'ai éclaté de rire quand M. Lecornu, le ministre des Dômes, a reporté son voyage. Nous ne sommes pas anthropophages, nous ne tuons pas les ministres, les premiers ministres et les ministres. Nous ne les bouffons plus, c'est fini. Seulement, nous leur dirons leurs 4 vérités quand ils seront là. Quelle est la responsabilité des élus macroniens de la République En Marche depuis 4 ans? Tous les élus, sans exception, sont coupables dans cette affaire. Toutes les associations d'usagers qui n'ont pas fait leur travail en temps et en heure parce que le paraître et l'apparaître avaient pris la prépondérance dans les relations d'une société mixte, métisse, et bien des consommateurs avaient fait confiance. Et si bien que nous étions arrivés à un comportement, on se retrouvait complices passifs. Donc, c'est une démarche quasi schizophrénique à laquelle nos populations sont en train de réagir aujourd'hui.
Si bien que, je vais vous dire, notre territoire était devenu le plus grand asile. La clôture de l'asile, c'était le littoral. Vous comprenez? Parce que nous étions même devenus complices passifs de notre situation, on se taisait. Maintenant, on ne se tait plus. Je comprends mal votre métaphore là. Vous parlez d'un asile de fous et vous parlez de la complicité de la population avec les corrupteurs. Oui, parce qu'elle acceptait, elle ne disait rien, elle acceptait tout ce qui se faisait, elle revotait pour les mêmes qui étaient acteurs, auteurs. Donc, il a fallu que des associations, dont la mienne, se réveillent pour rester en justice. C'est la première fois qu'on a vu condamner des personnalités politiques dont une vient d'être décédée. Donc, on ne peut plus rien dire d'elle parce que les morts paient à leur âme. Vous avez eu le président du SIAC de l'époque. Nous avons esté en justice pour le faire condamner. Nous avons d'autres affaires qui sont pendantes, des sociétés, des communes qui sont pendantes, ainsi de suite. Mais il a fallu courage et détermination. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Qui sont les corrupteurs, les corrompus? On peut voir. Vous parlez des élus. Mais les corrupteurs, qui sont les corrupteurs? Les corrupteurs, c'est ceux qui étaient dans les commissions d'attribution d'appels d'offres, qui ont donné, selon eux, au mieux disant. Le mieux disant était le plus cher, ou celui avec qui ils ont fait le plus d'avenants, modifiant les codes des marchés publics et de la commande publique actuellement, alors qu'eux-mêmes, ils étaient reconduits par nos propres populations. Donc, c'est ce que nous disons à nos populations. Je prends ma part de responsabilité aussi. Il a été mis en place des gens qui étaient complices actifs et l'État qui n'a jamais sanctionné. L'État a en charge les contrôles régaliens du service de l'eau. Elle a la police de l'eau. Elle a le contrôle de légalité, le contrôle financier. Et l'État n'avait pas exécuté ça. Il a fallu, même si ça déplaît à certains, un préfet qui s'appelait Gustin, qui est actuellement directeur de cabinet du ministre des Domaines. C'est lui qui a entendu les voix de quelques associations et qui s'est mis aux côtés de quelques associations et qui a déclenché et enclenché les processus judiciaires, administratifs et de remise de l'ordre dans la maison. Parce que l'État est en train de continuer à remettre de l'ordre chez elle, tout comme nous souhaitons que les assemblées, régions, départements remettent de l'ordre chez elles, parce qu'il y a eu trop de complicité passive. Trop de complicité, les gens se sont tus, fermaient leurs yeux. Nous avons des gens qui étaient sous-payés, sous-qualifiés, alors qu'ils avaient à charge des contrôles, et les élus étaient tués, parce que vous savez que pour ce SMO, c'est la première fois que ça se fait dans la République, qu'il y ait une commission de surveillance dans un syndicat mixte, ce qui est ubuesque. Parce que nous nous sommes battus pour obtenir cela. Dites-moi, il y a quand même un tribunal à Pointe-à-Pitre et avec un procureur, avec des magistrats qui sont visiblement indépendants, il y a des juges d'instruction. Comment ça fonctionne la justice en Guadeloupe? Je suppose que la justice, depuis bien avant le Covid, avait les mêmes symptômes, les mêmes errements que toutes les institutions de la République ou les institutions territoriales, donc qui bénéficiaient d'un manque de moyens chronique. Et la justice dans le département de la Guadeloupe, sur le territoire de l'archipel guadeloupéen, n'a pas la même temporalité que les attentes, les immédiatetés auxquelles nous aurions dû nous attendre. Et ça fait des années que nous nous battons, si bien qu'un de nos hommes politiques importants disait publiquement, dans les cours de justice de la Guadeloupe, on rend des services, on n'en rend pas la justice. Et si bien que nous avons des jugements qui sont ubuesques, nous avons des surprises, mais de plus en plus, j'admets, je reconnais qu'il y a un progrès qui se fait, il y a des décisions qui tombent. Madame Michaud-Chevrier, avant de passer la porte du paradis, elle est morte, paix à son âme, elle a été condamnée. Le président du SIAG a été condamné et il y a d'autres affaires en cours, prise avec sursis de grosses amendes, exécution de juin. Il y a plein de gens qui ont été en garde à vue dans des sociétés d'économie mixte. Il y a d'autres affaires qui sont pendantes, des gens qui ont été mis en garde à vue pour l'instruction. Et nous nous battons avec nos avocats parce que de plus en plus, nous avons des jeunes avocats locaux qui se battent avec bec et ongle pour pouvoir faire bouger les lignes. Et il y a des juges d'instruction qui n'hésitent pas à faire leur boulot. Oui, mais nous espérons que cela va continuer. Mais ils sont freinés à la fois par le parquet et le procureur de la République et par leur hiérarchie, le président du tribunal, qui sont un peu inamovibles et qui n'ont pas changé depuis quelques années, non, si je me trompe. Ah oui, il y a des habitudes, parce que vous savez, avoir des primes de vie chère, des logements de fonction, plus la considération ultramarine, c'est extrêmement important. Par contre, il faut le signaler,
Nous avons eu une équipe à la Chambre régionale des comptes qui a fait un travail remarquable ces 5 dernières années et qui a encouragé les lanceurs d'alerte, qui a su encourager les associations, et nous avons su nouer des liens avec eux, si bien que nous avons eu un nombre d'avis émanant de la Chambre. Malheureusement, il y a des préfets qui n'ont pas suivi la plupart des avis qui auraient dû déférer au parquet financier, mais nous avons eu un préfet qui a eu le courage de déférer au parquet financier. Nous avons eu, par contre, pour vous donner une idée, quand nous avons soulevé le problème du SIAG, pour ne pas le nommer, qui est le fameux syndicat intercommunal autour, et a été fait dedans, et ce que Mme Panol, la présidente de la commission d'enquête parlementaire, a soulevé, eh bien, vous allez être surpris, le président du SIAG a été nommé liquidateur du propre SIAG. Il n'y a qu'à la Guadeloupe qu'on voit des choses comme ça. Alors que le SIAG a un déficit énorme que personne n'arrive à expliquer, des dizaines et des dizaines de millions, rien que sur l'eau. Vous pouvez rappeler ce que c'est le SIAG? Le SIAG, c'est le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe, qui gérait l'eau en partenariat, qui avait donné la DSP à Général des Eaux, la filiale locale de Veolia. Et bien sûr, le même président, il a été vice-président administrateur, il est expert comptable de formation et de profession, et très souvent, de par sa pratique et son expérience, c'est lui qui était le médiateur entre les désaccords de Veolia avec la maison, qui à chaque fois menaçait de s'en aller et demandait une rallonge ou de lui payer une facture avec des intérêts moratoires exorbitants, des choses qu'on n'a jamais pu contrôler, quoi. Je suis venu en Guadeloupe en 2015, en mai 2015. J'ai été accueilli à Port-Louis. Et à Port-Louis, il y avait un maire. Cet élu, j'ai été lui demander, puisque je faisais une conférence publique le soir même, s'il pouvait me donner le rapport du délégataire, donc en l'occurrence la Générale des Eaux Guadeloupe. Il ne comprenait pas ce que je lui disais. Il me dit, mais je ne connais pas. Alors j'ai sorti mon badge de salarié de Veolia. Et pourquoi je l'ai sorti? Parce que c'est un agent de la Générale des Eaux Guadeloupe, le maire de Port-Louis. Et là, d'un seul coup, il s'est souvenu que, effectivement, le rapport annuel du délégataire de son entreprise, et de la mienne aussi, était obligatoire. Sauf que pendant les 8 jours où je me suis retrouvé en Guadeloupe, où j'ai été interrogé par différentes radios, et notamment Guadeloupe Première, eh ben, je n'ai jamais obtenu le rapport du délégataire. Dites-moi, quand on regarde des vidéos sur Internet ou qu'on regarde les journaux télévisés en France, on a l'impression que les émeutiers sont très divers, enfin sur les barricades, etc., et que on comprend pas très bien quelles sont les revendications, quoi. On sent qu'il y a une souffrance sociale qui va bien au-delà du problème du Covid, mais on a l'impression que ça part dans tous les sens et que cette colère, elle n'est pas maîtrisée et que la situation peut dégénérer et est en train de dégénérer. Quelle est votre analyse et est-ce que vous avez 2-3 idées sur la manière dans votre ressenti, vous avez parfaitement raison, parce que les jeunes et les gens qui sont sur les barrages sont des gens de toutes origines sociales, de toutes les strates de la société, de toutes les professions. Imaginez, nous avons des pompiers qui sont sur les barrages, nous avons des soignants vaccinés qui sont sur les barrages, nous avons des soignants non vaccinés sur les barrages. Nous avons des universitaires sur les barrages. Ouais. Des fois, des parents de gens honorables sont surpris de voir les enfants qui ont un master, un doctorat sur les barrages parce qu'ils sont chômeurs depuis tantôt. Alors, donc, c'est en fonction des points stratégiques, parce qu'à la limite, comme je dis pour plaisanter, ces jeunes, notre jeunesse est en train de faire le travail des collectivités d'agglo en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères, parce que regardez le nombre d'ordures ménagères, de carcasses de voitures qu'ils trouvent aux abords des routes pour mettre. Et pourtant, très souvent, on les enlève une fois par semaine, on déblaye, la gendarmerie déblaye avec ses véhicules d'avant blindés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et la composition des barrages est le reflet de l'implantation sociale et des problèmes de chaque section, de chaque commune qui sont différents tout en étant complétitude. Le problème, il est que les actions ne sont pas coordonnées, ce qui fait qu'il y a une disharmonie dans les ressentis des gens quand on regarde, parce que les problèmes ne se posent pas dans les mêmes termes d'une commune à une autre.
Mais comment, enfin là, vous avez vu la réponse du gouvernement, bah, ils envoient des gendarmes armés. Il y Le a raid en plus. le raid, ouais, c'est quand même un signe de combat, quoi, et d'affrontement. Et vous entendez les discours des politiques qui disent l'ordre doit revenir, enfin, etc. Et en même temps, il y a des tentatives de négociation, mais qui sont un peu timides. Donc, on voit bien la politique de la carotte et du bâton. Et on a l'impression que ça allait, enfin, moi, ma connaissance est parcellaire, mais dans les images qui me sont revenues de chez vous, j'ai l'impression que les émeutiers, enfin je les appelle comme ça, disons les manifestants, disons les résistants, disons les jeunes sur les barricades, ont l'air plutôt satisfaits. Alors peut-être je me trompe, de voir arriver le raid, etc., parce que ça leur donne de l'importance et ils se disent, s'ils pensent que ça va nous faire peur, ben au contraire, on va aller au combat. Mais quand on regarde ça, si on n'est pas non violent, on peut être inquiet parce que on s'attend à des morts, on s'attend il y a déjà eu des coups de fusil, ils ont des armes, etc. La situation est quand même, elle est même plus pré-insurrectionnelle, elle est insurrectionnelle aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va durer selon vous, qui êtes au cœur de l'archipel, et comment en sortir si c'est aussi désorganisé, quoi? Est-ce qu'il y a des médiateurs possibles? Parce que là, le gouvernement a l'air complètement largué, quoi, sur cette histoire. Le gouvernement a un ressenti de gouvernement qui se dit, comme c'est un état de droit, il faut qu'à tout prix, j'applique la légalité. Nos jeunes, effectivement, vous avez bien cerné le problème, nous le ressentons aussi. Cela veut dire que les uns et les autres n'ont pas compris l'importance de la gravité de bien analyser les causes et de ne pas s'en tenir qu'aux symptômes. Je disais dernièrement aux quelques voix d'autorité, à quelques voix morales, aux grandes voix du pays qui peuvent servir d'intermédiaires pour faciliter les médiations nécessaires qu'impose la nécessité entre les uns et les autres. Je leur disais, il faut interpréter le comportement de la jeunesse sur les barrages comme un SOS, un signal de détresse. Ces jeunes sont en détresse. Ils ont besoin de pratiquer la main tendue. Ils sont prêts, certains, la plupart, d'après mes informations, à accepter pour partie de sanctions. Nous ne sommes pas la justice. La justice devrait être appliquée avec mansuétude parce qu'il nous faut traiter les causes, pas que les symptômes. Et tant que l'on n'écoutera pas les grandes voix, celles qui ont l'expérience, celles qui ont le respect des communautés, le respect de la population, nous ne parlerons jamais le même langage. Et ce n'est ni le RAID, ni le GIGN qui apaisera ces jeunes qui ont un avantage pratique, c'est qu'ils connaissent le terrain mieux que le RAID et le GIGN. Et on n'est pas sorti de l'auberge, car je disais, et je ne cesse de le dire, il ne faut pas reproduire les erreurs qui se sont produites en Nouvelle-Calédonie, où les problèmes qui auraient pu être résolus n'ont pas été résolus par la voie des armes. La voie des armes est la voie des larmes, pour tous les camps. Il faudrait commencer par faire un référendum d'initiative locale pour que nos compatriotes puissent dire ce qu'ils veulent exactement, sous réserve que ce soit mené avec calme, avec dignité, avec respect des partis en présence, parce que nous ne sommes pas dans la côte de l'ouest de l'Afrique où on fait tout et le contraire de tout, comme autrefois du temps de l'Union française. Comme en Nouvelle-Calédonie, vous voudriez un référendum pour ou contre rester français? Oui, pour que les gens posent clairement leurs aspirations, parce qu'on peut arriver à un statut, je ne sais pas moi, peut-être que les gens voulaient avoir un statut comme la Polynésie française. Pour vous, aujourd'hui, c'est une issue, ça? Non, c'est une issue, je cherche l'issue la meilleure pour ramener la paix, c'est qu'il soit conforme aux intérêts des communautés, parce que, comme je vous disais, bien des familles de l'Hexagone ont des petits-enfants métis d'origine antillaise, tout comme moi, tout comme bien des familles de la Guadeloupe. Ce sont des liens qu'on ne peut pas faire disparaître. D'accord, je comprends. Et donc, il faut maintenir... Les gens oublient qu'après la Pointe du Raz, en Bretagne, le département le plus proche est la Guadeloupe. Nous sommes voisins, en fait. Oui, nous l'oublions, c'est un raisonnement de marin. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut le voir comme ça. Dites-moi encore une question pratique. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement aujourd'hui dans l'île sur la nourriture, les matières premières? Oui, il y a des problèmes. Les barrages induisent des comportements inacceptables, c'est vrai.
Mais il s'avère que nous n'avons pas aujourd'hui même l'eau n'est pas aussi bien approvisionnée, l'essence, parce que les syndicats de l'essence sont un syndicat de l'UGTG, donc l'essence commence à gêner parce qu'ils bloquent l'approvisionnement des dépotages de la raffinerie vers les stations-service. Vous avez le port, il est bloqué, donc les containers qui approvisionnent l'île ne peuvent pas sortir en quantité. Ce matin, j'ai été très tôt, avant de vous prendre en Zoom, j'ai été passé à la légumerie. Je peux vous dire, les prix ont augmenté de 50%. Et je me plains, je me dis, mais comment les gens qui ne peuvent pas payer, vous comprenez, qui ont des difficultés de revenus, mais comment font les pères, les malheureuses? Et je comprends que des supermarchés éventrés, des pauvres gens soient rentrés dans le supermarché de nuit pour s'approvisionner, mais pour prendre quoi? Ils n'ont pas volé des bijoux ni quoi que ce soit, ils ont volé du lait, du riz, vous comprenez? Je sais que c'est répréhensible, mais je dis, nom de Dieu, il faut qu'on s'asseye vite, qu'on trouve une solution élégante, adaptée, mais courageuse aux réalités. Mais vous avez les produits pharmaceutiques ne peuvent pas être distribués, les dépôts de pharmacie sont bloqués. Les visites médicales, les appareils, vous avez des appareils, des opérations qui ne peuvent pas se faire. Nos dialysés ne peuvent pas tous les 2 jours, il faut traiter un dialysé et on a dû lancer des appels de détresse. Je comprends. Qui ont été entendus go party. Mais vous avez des barrages, certains endroits, donc ça oblige à des circuits complets parce que vous avez des barrages où les gens sont intraitables parce qu'ils sont hors d'eux, à tort ou à raison. Mais ils sont hors d'eux et je suis de ceux qui sont hors d'eux parce que je me dis non, c'est pas normal qu'on empêche un dialysé. Un dialysé ne peut pas tenir plus que 2 jours sans être dialysé. D'accord, mais dis donc, c'est pas. À vous écouter, on se demande comment sortir de tout ça. Une dernière question, comment vous informez? Est-ce que les journaux sont distribués? Est-ce que la station, France 3 région Guadeloupe, ça fonctionne? Ou est-ce que vous êtes beaucoup, vous informez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur comment ça se passe autour de ça? Alors, personnellement, je vais vous avouer, j'ai un filtre sur les réseaux sociaux parce que si je n'utilise pas un filtre, il y a de tout parce que les réseaux sociaux font de la désinformation. Les gens parlent avec passion et émotion. Et l'heure, de mon point de vue, n'est pas à la passion ni à l'émotion pour solutionner, analyser, décortiquer le problème. Le problème, il faut le regarder avec lucidité, bon sens et réalisme. Et des fois, il faut même arriver aux limites de la légalité pour trouver la solution d'apaisement. Et le Parce que la Guadeloupe, je la connais, j'y suis né, j'y vis. Les meilleurs médecins des problèmes guadeloupéens sont les Guadeloupéens, car nous nous connaissons, nous savons comment faire, nous avons l'habitude depuis la nuit des temps. Il faut que l'on nous écoute. Mais justement, ma question, elle était double. Elle était les moyens d'information sont importants en ce moment parce que si le gouvernement... Oui, mais alors ils vont dans tous les sens, ça part dans toutes les directions. Dernièrement, une chaîne de télévision passait comment fabriquer un cocktail Molotov parce que quelqu'un a sorti un tract ou une information comme ça. Comment bloquer ceci, comment bloquer cela. Ce n'est pas la mission de la télévision. Vous avez des journalistes ou des animateurs qui font avec passion et émotion, alors que justement notre territoire, c'est une terre où le temps ramène tout à de justes proportions. Donc, il faut laisser le temps au temps peut-être, mais il faut le faire avec calme, avec pondération. Il faut expliquer calmement les problèmes parce que quand on explique les problèmes à nos populations, quelle que soit la strate sociale, quel que soit le degré d'instruction, on arrive à un accord raisonnable que les parties prenantes et prégnantes respectent. Je comprends. Et dites-moi encore une autre question qui me vient en vous écoutant, parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une solidarité entre Guadeloupéens. Mais est-ce que vous avez remarqué des signes d'affrontement entre Guadeloupéens, c'est-à-dire des gens peut-être plus légalistes qui voudraient que s'arrêtent les émeutes et les émeutiers? Ou est-ce que c'est une question parce que j'ai aussi le sentiment que les émeutiers, pour l'instant, sont soutenus par l'ensemble de la population. Mais il y a peut-être des fractures qu'on n'a pas vues. Par une partie de la population, pas par tous, parce qu'il y a des mécontents. Vous avez les mamies qui commencent à être furieuses parce qu'une mamie grabataire qui a fait 2 jours que son infirmière, son aide-soignante n'a pu venir la voir, elle est dans un état de désespérance. Nous nous occupons de mamies où les aides-soignantes n'ont pu passer. Nous faisons appel à toutes nos associations sociales pour obtenir des droits de passage
pour aller aider, mais nous ne suffisons pas, parce que nous découvrons des cas au fur et à mesure, vous comprenez? Oui. Il y a des affrontements. Mais par contre, vous avez des gens, ce qu'il y a de grave, c'est que nous risquons d'avoir des dérapages de type xénophobie, parce que dans une société comme la nôtre, vous avez toutes sortes de rancœurs, de ressentis, de rancunes qui se sont accumulées. Et cette affaire, pour eux, c'est un exutoire. Non, mais je comprends. D'autant que la Guadeloupe, comment vous dire, sans être désobligeant à votre égard, j'y suis venu, j'ai des amis guadeloupéens, mais il y a quand même une sorte d'ostracisme à l'égard des métropolitains et des Français, quoi. À l'égard de certains, parce que des gens ont le sentiment que tous leurs mots viennent de la France et des Blancs n'ayant pas peur des mots. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons l'habitude de cohabiter, de nous métisser, de vivre ensemble et de faire ensemble. Donc, si bien que dans cette espèce de creuset qu'est notre pays, vous avez de tout, d'un extrême à l'autre. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Vous avez même ce que nous appelons des blancs Matignon. Ce sont des petits blancs, des blancs qui sont nés chez nous depuis des générations, qui n'ont pas été des béquets ni des colonisateurs, parce que la République n'a pas exporté que des grands officiers ou de grandes familles. Elle a exporté aussi des Blancs de la Bretagne, de la Corrèze, qui étaient des paysans. Avant qu'il y ait eu l'esclavage, il y avait des Blancs qui avaient des 36 mois. Et on a substitué des esclaves à ces Blancs qui ne pouvaient pas tenir dans le climat où il y avait la malaria à l'époque. Donc, il faut avoir le courage d'affronter et d'assumer notre passé tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit. Moi, je peux vous dire, j'ai un gendre blanc et j'ai un gendre noir. Et ça ne me pose aucun problème. Donc, les autres doivent apprendre à faire et vivre la réalité. Mais je connais assez bien ça parce que je partage cette particularité avec vous. Moi aussi. Très bien. Alors, je nous comprends. Je nous comprends. Dites-moi. Le fond du problème, ce n'est pas du racisme. Le fond du problème, c'est les causes. Est-ce que nous sommes en capacité de les solutionner? Si oui, quand, comment, immédiatement, pour pouvoir apaiser, il faut déposer les armes et c'est commencer à instaurer un dialogue. Et dites-moi, les hommes apprennent à vivre ensemble quand ils font ensemble, quand ils construisent ensemble. Si on fait appel à vous pour entreprendre une sorte de médiation pour que cesse le conflit, je trouve que vous avez le bon profil. Est-ce que vous accepteriez? J'ai l'habitude d'accepter officieusement. Quand de besoin, alors bien sûr, il y a des jeunes que ça dérange dans des associations, mais avec de la patience, de la pondération, on arrive à renouer les fils épars. Ne vous ai-je pas dit que dans ma vie antérieure, je suis marin, je sais prendre un brin pour faire un tauron et avec un tauron faire une corde. Avec la corde, nous faisons un nœud de marin, un nœud plat qui sera solide et qui tiendra. Et nous passerons à autre chose. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie, je suis à votre disposition. Mais peut-être au plus étroit, je suis de ceux qui opposeront toujours le plus large. Je prendrai peut-être de vos nouvelles dans quelques temps. Avec plaisir, quand vous voulez. J'espère que vous allez retrouver un peu des eaux claires et je vous invite à lire l'enquête de Marc. Ah oui, avec plaisir. D'ailleurs, je vous demande, envoyez-les-moi sur mon mail et je la diffuserai à toutes les associations de l'île pour qu'elles fassent le relais parce que c'est d'une information de qualité que naît la possibilité de solutionner, d'appréhender les véritables causes de nos problèmes et non de les regarder en superficialité. C'est pour ça que je vous posais la question de la formation sur l'île. Mais je vais vous envoyer tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie.